Je me tenais devant elle, je n'en croyais pas mes yeux ni mes oreilles. Ainsi, elle m'aimait. Elle était venue chez moi et pas chez M. Astley. Elle était venue toute seule dans ma chambre d'hôtel. Elle, une jeune fille. Elle se compromettait publiquement et moi je restais devant elle et je ne comprenais pas encore. Une idée fantastique jaillit. Pauline, accorde-moi seulement 1 heure. Attends ici 1 heure et je reviendrai. C'est indispensable, tu verras. Reste ici, ne bouge pas d'ici. Je sortis de la chambre en courant sans répondre à son regard interrogateur. Elle me cria quelque chose, mais je ne me retournai pas. Oui, il arrive que l'idée la plus folle, la plus invraisemblable s'affirme dans votre esprit avec une force telle que vous en arrivez à la croire réalisable. Bien plus, si cette idée est conjuguée avec un désir violent, passionné, vous finissez parfois par la prendre pour une chose fatale, nécessaire, prédestinée. Cela ne peut pas ne pas être, cela ne peut pas ne pas se produire. Il y a peut-être là encore autre chose, certaines combinaisons de pressentiments, un effort de volonté exceptionnel, une auto-intoxication de l'imagination, que sais-je encore. Mais ce soir-là, et je ne l'oublierai jamais, j'ai vécu un prodige. L'arithmétique en rend d'ailleurs parfaitement compte. Pour moi, l'événement n'en demeure pas moins prodigieux. Et pourquoi avais-je cette certitude si profonde, inébranlable, et depuis si longtemps? C'est que j'y pensais, je vous le répète, non pas comme à un cas qui aurait pu se produire parmi d'autres, et donc qui aurait pu ne pas se produire, mais comme à un fait inéluctable. Il était 10h15. J'entrais au casino. Je n'avais jamais été sous l'empire d'un tel espoir, ni d'une telle émotion. Il y avait encore du monde, mais 2 fois moins que le matin. À cette heure, il ne reste autour des tables que les vrais joueurs, les invétérés. Pour eux, seule la roulette existe dans la ville d'eau. Ils ne sont venus que pour elle. Ils remarquent à peine ce qui se passe autour d'eux. Ils ne s'intéressent à rien pendant toute la saison. Ils jouent du matin au soir, ils joueraient jusqu'à l'aube si c'était possible. Ils sont au désespoir quand il leur faut quitter les salles à minuit. Lorsque peu avant l'heure de fermeture, le croupier principal annonce « Les 3 derniers coups, messieurs », ils sont prêts à risquer tout ce qu'ils ont en poche. C'est à ce moment-là qu'ils perdent le plus. Je me dirigeai vers la table où s'était tenue la grand-mère. Il n'y avait pas trop de monde. Je pus facilement trouver une place debout. Juste devant moi, sur le tapis vert, était inscrit le mot « Passe ». Passe, c'est la série de numéros de 19 à 36. La première série de 1 à 18 s'appelle Manque. Mais qu'est-ce que cela pouvait me faire? Je ne calculais pas, je n'avais même pas entendu le numéro qui venait de sortir, ni m'en informer, en commençant à jouer, contrairement à la pratique de tout joueur sensé. Je pris mes 20 Frédéric, tout mon avoir, et je les jetai devant moi sur Passe. 22, annonça le croupier. J'avais gagné. Je replaçai le tout, ma mise initiale et mon gain au même endroit. 31, j'avais encore gagné. J'avais donc 80 Frédéric. Je poussai le tout sur la douzaine du milieu, triple gain mais 2 chances contraires. La roue tourna, le 24 sortit. On me remit 3 rouleaux de 50 Frédéric et 10 pièces d'or. J'avais 200 Frédéric. Fébrilement, j'avançai ce tas sur rouge et je repris soudain conscience. Ce fut la seule fois durant mon jeu de cette soirée que le froid de la peur me saisit et fit trembler mes membres. En 1 seconde, je sentis avec terreur et je compris ce que signifiait perdre. J'avais misé ma vie. « Rouge !» cria le croupier. Je repris mon souffle. J'étais parcouru de fourmis ardentes. On me paya en billets, j'étais en possession de 4000 florins et 80 Frédéric. J'étais encore capable de calculer. Je me rappelle que je plaçai ensuite 2000 florins sur la douzaine du milieu, et je perdis. Je misai en or et 80 Frédéric, et je perdis. En proie à la fureur, je pris les 2000 florins qui me restaient et les plaçai sur la première douzaine, comme ça, au hasard. Il y eut une attente instantanée, la même émotion peut-être que celle de Madame Blanche, l'aéronaute au-dessus de Paris quand elle tomba. 4, annonça le croupier. J'avais de nouveau 6000 florins. Maintenant j'étais le victorieux. Je ne redoutais plus rien, plus rien. Je jetai 4000 florins sur Noir. 8 ou 9 personnes s'empressèrent de suivre mon exemple. Les croupiers échangeaient des regards, tenaient des conciliabules. Autour de moi, les conversations allaient bon train. On attendait. Noir sortit. Depuis cet instant, je ne calculais plus. Je ne me souviens pas de l'ordre de mes mises. Je crois me rappeler comme dans un rêve que j'avais déjà gagné près de 16 000 florins. 3 mises malheureusement firent perdre 12. Je mis mes derniers 4000 sur Passe. Je ne ressentais déjà plus rien. J'attendais machinalement, sans penser. Je gagnais. Puis je gagnais 4 fois de suite. Tout ce dont je me souviens, c'est que je ne manipulais plus l'argent que par milliers, et aussi que les numéros de la douzaine du milieu sortaient le plus souvent. Je m'y étais attaché. Il le faisait avec une sorte de régularité 3 ou 4 fois de suite. Puis il disparaissait pour 2 coups.
et réapparaissait 3, 4 coups d'affilée. Cet ordre étonnant se rencontre parfois en série. C'est cela qui déroute les joueurs méthodiques qui font des calculs crayon en main. C'est là que le sort vous réserve des ironies terribles. Je crois qu'il ne s'était pas écoulé plus d'une demi-heure depuis mon arrivée quand un croupier vint m'informer que j'avais gagné 30 000 florins. Comme la banque ne répondait pas d'une somme supérieure par séance, on allait arrêter le jeu jusqu'au lendemain. Je ramassai mes pièces d'or et les enfouis dans mes poches, saisis les billets de banque et passai à une autre table dans une salle voisine. La foule reflua à ma suite, on me fit place aussitôt, je me remis à jouer sans compter à l'aveuglette. Je ne sais pas ce qui me sauva. Cependant, ma tête commençait parfois à entrevoir un calcul. Je suivais certains numéros, certaines chances, puis je n'y pensais plus et me remettais à ponter presque inconsciemment. Ma distraction devait être grande. Je me rappelle que les croupiers rectifièrent mon jeu à plusieurs reprises. Je faisais des fautes grossières, mes tempes étaient humides, mes mains tremblaient. Des petits Polonais ne manquèrent pas de m'offrir leur service, mais je n'écoutais personne. La chance ne m'abandonnait pas. Soudain, j'entendis qu'on parlait à haute voix autour de moi, qu'on riait. « Bravo, bravo !» Il y eut même des applaudissements. Je venais d'arracher encore 30 000 florins à la banque. On fermait aussi cette roulette jusqu'au lendemain. « Et partez, partez !» me chuchota quelqu'un à ma droite. C'était un juif de Francfort qui s'était tenu tout le temps à mes côtés, qui m'avait même aidé à certains moments, autant que je m'en souvienne. « Au nom du ciel, partez !» chuchota à ma gauche une autre voix. Je me retournai. C'était une femme d'une trentaine d'années, modestement mais convenablement vêtue. Son visage, aux traits tirés, était d'une pâleur maladive. Il gardait les vestiges d'une très grande beauté. J'étais en train de bourrer mes poches de billets que je mettais en boule. J'empilai l'or resté sur la table. Je saisis le dernier rouleau de 50 Frédéric et je réussis à le glisser dans la main de cette femme blême à l'insu de tout le monde. J'en brûlais d'envie, et ses doigts frêles serrèrent bien fort ma main en signe de vive reconnaissance. Je m'en souviens, tout cela, en une seconde. Après avoir tout ramassé, je passai rapidement aux 30 et 40. Ce jeu est fréquenté par un public aristocratique. Il ne s'agit plus de roulettes, mais de cartes. La banque répond de 100 000 thalers par séance. L'enjeu maximum est aussi de 4 000 florins. Je ne connaissais absolument pas les règles du jeu, ni les mises, sauf rouge et noir qui figuraient là aussi. Je m'y appliquais. Autour, tout le casino faisait foule. Avais-je eu une seule pensée pour Pauline, je ne sais. J'éprouvais une volupté intense à saisir, à entasser l'argent qui s'amoncelait devant moi. Il me semble en effet que le sort me poussait. Comme un fait exprès, il se passa quelque chose qui n'est d'ailleurs pas rare au jeu. La veine est par exemple sur rouge. Elle y reste 10, 15 fois de suite. Avant-hier encore, j'avais entendu raconter que rouge était sorti 22 fois de suite la semaine dernière. C'est un fait sans précédent à la roulette, on en parlait comme d'un événement. Tout le monde, naturellement, abandonne rouge aussitôt. Après une dizaine de coups, presque plus personne ne se risque sur cette couleur. Les joueurs expérimentés ne misent pourtant rien non plus sur noir opposé à rouge. Ils savent pertinemment ce que signifie ce caprice du hasard. Par exemple, il paraîtrait logique que si le rouge sort 16 fois de suite, le noir sortit la 17e, les novices se jettent en masse sur noir, double, triple leurs enjeux, et perdent lourdement. J'avais noté que rouge avait gagné 7 fois de suite. Par une fantaisie étrange, je lui restais fidèle quand même. Il y avait là, j'en suis persuadé, en grande partie de l'amour-propre. Je voulais étonner la galerie par un risque insensé. Et quelle sensation bizarre. Je me rappelle clairement que sans aucun défi de vanité, je fus en proie à une terrible soif du risque. Il se peut qu'après tant de sensations diverses, l'esprit n'en soit pas saturé, mais au contraire qu'il en soit exacerbé, qu'il en exige de nouvelles, de plus violentes jusqu'à l'épuisement. Et je n'invente rien, si les règles avaient autorisé une mise de 50 000 florins, je l'aurais faite. Autour on criait que c'était de la folie, que rouge était sorti 14 fois de suite. Monsieur a gagné déjà 100 000 florins, dit quelqu'un à côté de moi. Brusquement je repris mes sens. Comment j'avais gagné ce soir 100 000 florins? Mais cela me suffisait amplement. Je me précipitai sur les billets, je les fourrai dans mes poches sans les compter, je ratissai tous mes rouleaux d'or et courus vers la sortie. Pendant que je traversais les salles, les gens riaient en voyant mes poches protubérantes et ma démarche embarrassée par le poids du métal. Je crois qu'il devait y en avoir plus de 20 livres. Mes mains étaient tendues, je distribuais l'argent par poignées. 2 juifs m'arrêtèrent à la sortie. « Vous avez de l'audace, beaucoup d'audace, me dirent-ils. Mais partez d'ici dès demain matin sans faute. Partez le plus tôt possible, sinon vous allez tout perdre. » Je ne les écoutais pas. L'allée était si sombre que je ne pouvais pas voir mes mains. J'avais quelques 500 mètres à faire jusqu'à l'hôtel. Je n'avais jamais eu peur des voleurs, ni des brigands, même quand j'étais petit. Je n'y pensais pas non plus en ce moment. Je ne me souviens pas, à vrai dire, de mes pensées pendant ce trajet. J'avais la tête vide. J'éprouvais seulement un plaisir effrayant de la réussite, de la victoire, de la puissance. Je ne saurais dire exactement.
L'image de Pauline passait devant mes yeux. J'avais conscience que j'allais vers elle, la rejoindre, que j'allais tout lui raconter, lui montrer. Mais c'est à peine si je me rappelais ces paroles de tout à l'heure et pourquoi je l'avais quittée. Toutes ces émotions, à peine 1 heure et demie auparavant, me semblaient maintenant appartenir à un passé lointain, corrigé, périmé. Nous n'allions plus l'évoquer, tout allait recommencer. J'étais presque au bout de l'allée quand la peur m'étreignit. Et si on allait me tuer pour me voler, la peur redoublait. À chaque pas, je courais presque. Et tout à coup, au bout de l'allée brillant de 1000 feux, apparut notre hôtel. Dieu soit loué, j'étais rendu. Je courus jusqu'à ma chambre, j'ouvris la porte. Pauline était toujours là, assise sur mon canapé devant une bougie allumée, les mains jointes. Elle me regarda avec stupéfaction. Il y avait de quoi. Je devais avoir l'air plutôt curieux. Je m'arrêtai devant elle et commençai à jeter sur la table le contenu de mes poches. Voilà 1 an et 8 mois que je n'ai touché à ces notes. Ce n'est que maintenant, en proie à la mélancolie et au chagrin, que je les ai relues machinalement pour me changer les idées. Ainsi j'en étais resté à ce projet de départ pour Hombourg. Mon Dieu, avec quelle insouciance relative d'ailleurs j'écrivais alors ces dernières lignes. C'est-à-dire pas exactement avec insouciance, mais plutôt avec quelle assurance, avec quel espoir inébranlable. Doutais-je le moins du monde de moi, et voilà que plus d'1 an et demi s'est écoulé, je crois être devenu pire qu'un mendiant. Et quoi, un mendiant? Je m'en fiche de la mendicité, mais je me suis perdu. D'ailleurs, presque aucune comparaison n'est valable, et il est parfaitement inutile de se faire de la morale. Il n'y a rien de plus ridicule que la morale en un moment pareil. Oh, gens satisfaits! Avec quelle fière suffisance ces bavards sont tous disposés à proclamer leur sentence. S'ils savaient à quel point je comprends moi-même toute l'ignominie de ma situation actuelle, leur langue ne tournerait certes pas dans leur bouche pour me faire la leçon. Et que pourraient-ils me dire que je ne sache déjà? Il s'agit bien de cela. Ce qui importe, c'est que la roue fait un tour et tout change. Alors ces mêmes moralistes, je n'en doute pas un instant, seront les premiers à venir me féliciter avec des plaisanteries amicales, et ne se détourneront pas de moi comme ils le font maintenant. Mais qu'ils aillent tous au diable. Que suis-je maintenant? 0. Que puis-je être demain? Demain, je peux ressusciter d'entre les morts et recommencer à vivre. C'est l'homme en moi que je peux retrouver tant qu'il n'est pas perdu encore. Oui. Je me suis alors rendu à Hambourg. Mais ensuite je suis revenu à Roulettenbourg. Je suis allé à Spa. J'ai même été à Bade, comme valet de chambre du conseiller Hinz, une canaille, et mon précédent maître ici. Oui, j'ai été laquais 5 mois entiers, cela aussitôt après la prison, car j'ai aussi fait de la prison à Roulettenbourg pour une dette contractée ici. Un inconnu m'a racheté. Qui? Monsieur Astley, Pauline, je ne saurais le dire, mais la dette fut payée, en tout 200 thalers, et je recouvrai ma liberté. Où aller? C'est ainsi que j'entrai au service de ce Hinz. C'est un homme jeune, versatile et qui aime paresser. Moi, je parle et j'écris 3 langues. J'entrai chez lui en vague qualité de secrétaire à 30 florins par mois. Je finis par être un laquais authentique. Le Hinz n'avait plus les moyens de se payer un secrétaire et il diminua mes gages. Je ne savais pas où aller. Je restai, et ainsi je me fis moi-même domestique. J'avais toujours faim et soif à son service, mais je réussis à mettre de côté 70 florins. Un soir, à Bade, je vins lui déclarer que je désirais le quitter. Je me rendis le même soir à la Roulette. Oh, comme mon cœur battait! Non, ce n'était pas à l'argent que je tenais. Je voulais seulement que le lendemain, tous ces Hinz, tous ces Oberkellner, toutes ces splendides badoises, que tous ils parlât de moi, qu'ils se racontassent mon histoire, qu'ils fussent étonnés par moi, qu'ils me couvrissent de louanges et qu'ils admirassent mon nouveau succès. Ce n'était que rêve et préoccupation d'enfant, mais sait-on jamais. Peut-être aurais-je rencontré aussi Pauline, lui aurais-je parlé, et elle aurait constaté que j'étais au-dessus de ces absurdes poussées du sort. Oh non, ce n'est pas à l'argent que je tiens. Je suis sûr que je l'aurais encore jeté par la fenêtre pour une blanche quelconque et que j'aurais de nouveau roulé 3 semaines à Paris avec un attelage de mes propres chevaux à 16 000 francs. Je sais bien que je ne suis pas avare.
Je crois même que je suis prodigue. Et cependant, avec quel tremblement, quelle angoisse, j'écoute les annonces du croupier. 31. Rouge, impair et passe. Ou bien 4 noirs, pair et manque. Avec quelle avidité je regarde le tapis où sont répandus Louis d'or, Frédéric et Thaler, les piles d'or que le râteau du croupier éparpille en amas ardents comme de la braise, les colonnes d'argent longues d'une toise couchées autour de la roue. Dès que j'approche de la roulette, je puis encore en être séparé par d'autres salles. Au seul tintement des pièces qui s'entrechoquent en roulant, je suis presque en transe. Oui, ce fut aussi un soir remarquable, celui où j'apportai mes 70 florins à la table de jeu. Je commençai avec 10 florins, et de nouveau par passe. J'ai une prédilection pour passe. Je perdis. Il me restait 60 florins d'argent. Je réfléchis et me décidai pour 0. Je misai 5 florins à chaque coup. Au 3e, le 0 sortit. En recevant mes 175 florins, je faillis mourir de joie. Lorsque j'en avais gagné 100 000, je n'avais pas été aussi heureux. Je plaçai immédiatement 100 florins sur rouge et gagnai. Je laissai les 200 sur rouge, je gagnais. Je poussai les 400 sur noir, je gagnais. Le total des 800 sur manque, je gagnais. Avec l'argent que j'avais de mon premier gain, cela faisait 1700 florins en moins de 5 minutes. En vérité, à de pareils moments, on oublie tous les échecs antérieurs. N'avais-je pas atteint cela en risquant plus que ma vie? J'avais eu l'audace de prendre ce risque. Et voilà que je comptais de nouveau parmi les hommes. Je pris une chambre à l'hôtel. Je m'y enfermai, et je restai là à compter mon argent jusque vers 3 heures du matin. Lorsque je me réveillai, je n'étais plus à la quai. Je décidai de revenir le jour même à Hambourg. Je n'avais pas servi comme domestique ni été en prison. Une demi-heure avant le départ de mon train, je me rendis au casino pour y faire 2 mises, pas plus. Je perdis 1500 florins. Je partis tout de même pour Hambourg. Cela fait 1 mois que j'y suis. Je vis naturellement dans un état d'alarme continuelle. Je joue le plus modestement possible et j'attends quelque chose. Je suis pute. Je passe des journées entières près des tables et j'observe le jeu. Je le vois même en rêve. Malgré tout, j'ai le sentiment d'être engourdi, de m'être enlisé dans une sorte de vase. Mes impressions lors de ma rencontre avec M. Astley m'amènent à cette conclusion. Je ne l'avais pas revu depuis ce fameux matin à Roulotenbourg, et je le rencontrai tout à fait par hasard. Voici comment. Je me promenais dans le jardin public et calculai que je n'avais presque plus d'argent, mais qu'il me restait 50 florins. D'autre part, j'avais réglé l'avant-veille ma note à l'hôtel, où j'avais loué une mansarde. J'avais donc la possibilité d'aller une seule fois à la roulette. Si je gagnais, un tant soit peu, je pouvais continuer à jouer. Si je perdais, je redevenais un domestique au cas où je ne trouvais pas instantanément une famille russe qui eût besoin d'un précepteur. Absorbé par cette pensée, je me dirigeais vers le parc, la forêt et la principauté voisine. C'était ma promenade quotidienne. Il m'arrivait ainsi de marcher pendant 3 ou 4, 5 heures et de revenir à Hambourg fatigué et affamé. Je venais de sortir du jardin public et j'entrais dans le parc, lorsque je vis tout à coup, sur un banc, M. Astley. Il m'avait aperçu le premier, et il m'appela. Je m'assis à côté de lui. Je lus une certaine gravité sur son visage et je réfrénai aussitôt ma joie, bien que j'eusse été vraiment très heureux de le revoir. « Ainsi vous êtes ici, me dit-il. Je comptais bien vous rencontrer. Ne prenez pas la peine de me raconter, je sais tout. Je suis au courant de vos faits et gestes durant cette année et ces 8 mois. Ah, voilà comment vous surveillez les vieux amis, répondis-je. Vous ne les oubliez pas, cela vous fait honneur. Mais au fait, j'y pense. Ne serait-ce pas vous qui m'avez fait sortir de prison à Roulotenbourg où j'étais enfermé pour une dette de 200 florins? C'est un inconnu qui l'a payé. Non, non. Ce n'est pas moi qui vous ai fait libérer de la prison de Roulotenbourg pour une dette de 200 florins. Mais je savais que vous étiez en prison pour une dette de 200 florins. Mais alors vous savez qui m'a racheté? Oh non, je ne saurais dire que je le sais. Bizarre. Je ne suis connu d'aucun de nos Russes. Du reste, ce ne sont pas les Russes d'ici qui auraient payé. Il n'y a que chez nous, là-bas, en Russie, que les orthodoxes rachètent les orthodoxes. Et moi qui croyais que c'était quelque original d'anglais, par excentricité. M. Astley m'écoutait, non sans surprise. Il devait s'attendre à me trouver morne et abattu. « Je suis tout de même heureux de constater que vous avez entièrement gardé votre indépendance d'esprit, même votre gaieté, dit-il d'un ton plutôt déplaisant. Autrement dit, vous enragez intérieurement de me voir ni anéanti, ni humilié, répondis-je en riant. Il ne comprit pas tout de suite. Il sourit quand il eut saisi.
J'aime vos réparties. À vos paroles, je reconnais mon vieil ami d'antan, intelligent, enthousiaste en même temps que cynique. Seuls les Russes peuvent réunir en eux tant de qualités contraires. C'est vrai que l'homme aime voir son meilleur ami humilié par rapport à soi. L'amitié est fondée la plupart du temps sur l'humiliation, c'est une vérité de toujours, bien connue des gens sensés. Mais en l'occurrence, je vous assure que je suis sincèrement heureux que vous ne perdiez pas courage. Dites-moi, vous n'auriez pas l'intention de renoncer au jeu? Oh, au diable le jeu, j'y renoncerai, séance tenante, si seulement vous aviez la possibilité de vous refaire maintenant. C'est bien ce que je pensais. Inutile de terminer votre phrase. Vous l'avez dit sans réfléchir. C'est donc que vous avez dit vrai. Dites-moi, en dehors du jeu, vous ne vous occupez de rien? Non, de rien. Il se mit en devoir de me faire passer un examen. Je ne savais positivement rien. Je ne jetais presque jamais un coup d'œil aux journaux, et durant tout ce temps, je n'avais pas ouvert un seul livre. Vous vous êtes encrouté, me dit-il. Vous avez renoncé non seulement à la vie, à vos intérêts personnels et aux sociaux, à vos devoirs de citoyen et d'homme, à vos amis, et vous en aviez pourtant. Vous avez non seulement renoncé à tout objectif hors de gagner au jeu, vous avez même renoncé à vos souvenirs. Je vous vois encore à une époque ardente et forte de votre vie. Mais je suis sûr que vous avez oublié tous les meilleurs sentiments que vous aviez alors. Vos espoirs, vos désirs les plus essentiels actuellement ne vont pas au-delà de père et impair, rouge et noir, la douzaine du milieu, etc. J'en suis sûr. Bah, assez, monsieur Astley, s'il vous plaît. Ne me rappelez rien, s'il vous plaît, m'écriai-je avec contrariété, animosité presque. Sachez que je n'ai absolument rien oublié. J'ai simplement chassé tout cela de mon esprit, pour l'instant, même mes souvenirs, jusqu'au moment où j'aurai radicalement redressé ma situation. Alors vous verrez, je ressusciterai d'entre les morts. Vous serez encore ici dans 10 ans, dit-il. Parions si vous voulez que je vous le rappellerai ici même, sur ce même banc, si je reste en vie. Assez, assez, interrompis-je avec impatience. Et pour vous prouver que je ne suis pas si oublieux du passé, permettez-moi de m'enquérir. Où se trouve actuellement Miss Pauline? Si ce n'est pas vous qui avez payé ma dette, c'est sûrement elle. Depuis l'époque en question, je n'ai eu aucune nouvelle. Non, oh non, je ne crois pas que ce soit elle qui vous ait racheté. Elle est actuellement en Suisse, et vous m'obligerez beaucoup en cessant de me poser des questions sur Miss Pauline, dit-il d'un ton catégorique et même irrité. Ce qui veut dire qu'elle vous a porté une blessure cuisante, à vous aussi, répliquai-je en riant malgré moi. De toutes les personnes dignes d'estime, Miss Pauline est la plus méritoire. Mais je vous le répète, vous m'obligeriez grandement si vous essayiez de me poser des questions sur Miss Pauline. Vous ne l'avez jamais connue, et je considère comme une offense à mon sens moral d'entendre son nom dans votre bouche. Voyez-vous ça? D'ailleurs, vous avez tort. De quoi d'autre pourrais-je parler avec vous? Jugez-en vous-même. C'est cela qui forme tous nos souvenirs. Du reste, n'ayez aucune crainte, je n'ai que faire de vos affaires intimes et secrètes. Je ne m'intéresse qu'à la position, pour ainsi dire, extérieure de Miss Pauline. Je voudrais simplement savoir dans quel état, dans quelles circonstances elle se trouve actuellement. Vous pourriez me le dire en 2 mots. À votre aise. À condition de nous en arrêter à ces 2 mots-là. Miss Pauline a longtemps été malade. Elle l'est encore. Elle est restée pendant un certain temps dans le nord de l'Angleterre avec ma mère et ma sœur. Il y a 6 mois, sa grand-mère, cette vieille excentrique, vous vous en souvenez, est décédée en lui léguant, à elle personnellement, 7000 livres sterling. Miss Pauline voyage actuellement avec la famille de ma sœur, qui s'est mariée. La situation de ses jeunes frères et sœurs a également été assurée par le testament. Ils font leurs études à Londres. Le général, son beau-père, est mort à Paris il y a 1 mois d'une attaque d'apoplexie. Mademoiselle Blanche l'a bien traité, mais elle a réussi à faire transférer à son nom tout ce qui lui revenait du legs. Voilà, je crois que c'est tout. Et Desgrieux? Ne voyage-t-il pas en Suisse, lui aussi? Non, Desgrieux ne voyage pas en Suisse, et j'ignore où il se trouve. Maintenant, une fois pour toutes, je vous avertis, évitez de telles allusions et de tels rapprochements indécents, où vous aurez certainement affaire à moi. Est-ce possible? Malgré nos anciens rapports amicaux? Oui, malgré nos anciens rapports amicaux. Mille excuses, monsieur Astley. Mais permettez-moi de vous dire qu'il n'y a là rien d'offensant ni d'indécent. Je ne blâme en rien Miss Pauline. En outre, un Français et une jeune fille russe, pour parler en général, c'est un tel rapprochement, monsieur Astley, qu'il ne nous appartient pas de le trancher ni de comprendre définitivement.
Si vous n'allez pas évoquer le nom de Desgrieux avec d'autres noms, je vous demande de m'expliquer ce que vous sous-entendez par l'expression un Français et une jeune fille russe. De quel rapprochement s'agit-il et pourquoi justement un Français et inévitablement une jeune fille russe? Vous voyez, cela commence à vous intéresser. Mais c'est une matière qui prête à de longs développements, monsieur Astley. Il faudrait connaître bien des questions préliminaires. Il n'en reste pas moins que le sujet est important, si risible qu'il paraisse à première vue. Un Français, monsieur Astley, c'est une forme achevée, jolie. Vous n'êtes peut-être pas d'accord en tant que Britannique. En tant que Russe, je ne suis pas d'accord non plus, ne serait-ce que, disons, par jalousie. Mais nos jeunes filles peuvent être d'un autre avis. Racine peut vous sembler maniéré, précieux ou parfumé. Vous n'allez même sûrement pas le lire. Moi aussi, je le trouve alambiqué, tortillé, cosmétiqué, voire ridicule à un certain égard. Mais il est merveilleux, monsieur Astley, et surtout c'est un grand poète, que nous le voulions ou non. La forme nationale du français, c'est-à-dire du parisien, s'est moulée en une forme esthétique alors que nous n'étions que des ours. La Révolution a hérité de la noblesse. Actuellement, le franzousique, le plus bas, peut avoir des manières, des procédés, des tournures de phrases et même des idées d'une forme tout à fait esthétique, sans y participer. Ni par l'initiative, ni par l'âme, ni par le cœur. Tout cela, il l'a reçu en héritage. Par eux-mêmes, ils peuvent être vides comme le néant et de la pire bassesse. Eh bien, monsieur Astley, je vous apprendrai maintenant qu'il n'y a pas un être au monde qui soit plus confiant et plus sincère qu'une bonne jeune fille russe, assez intelligente et pas trop maniérée. Un Desgrieux qui apparaît dans n'importe quel rôle, en masque, peut conquérir son cœur avec une facilité étonnante. Il possède une forme esthétique, monsieur Astley, et la jeune fille la prend pour sa propre âme, à lui, pour la forme naturelle de son esprit et de son cœur, et non pour la défroque dont il a hérité. Je dois vous avouer, à votre grand déplaisir, que les Anglais sont, pour la plupart, raides et inesthétiques. Or, les Russes savent assez bien discerner la beauté et ils y sont très sensibles. Mais pour distinguer la beauté de l'âme et la personnalité, il faut incomparablement plus d'indépendance et de liberté que n'en ont nos femmes, et a fortiori nos jeunes filles, et il faut en tout cas beaucoup plus d'expérience. À Miss Pauline... Pardon, son nom m'a échappé, je ne saurais le reprendre. À Miss Pauline, il faudra un temps très, très long pour vous préférer à une canaille comme Desgrieux. Elle saura apprécier vos mérites, elle deviendra une amie, elle vous ouvrira tout son cœur, mais le maître de ce cœur sera quand même cet individu odieux, ce méchant petit usurier de Desgrieux. Et cet état de choses va même durer, par simple entêtement pour ainsi dire, et par amour-propre, parce que ce même Desgrieux lui est apparu un beau jour sous l'auréole d'un marquis élégant, d'un libéral désabusé qui s'était ruiné, soi-disant, en se portant au secours de sa famille et de cet écervelé général. Tout ce manège fut révélé par la suite en plein jour, mais cela ne fait rien. Donnez-lui quand même son Desgrieux d'alors, voilà ce qu'elle veut. Et plus elle hait le Desgrieux actuel, plus elle se languit de celui d'antan, bien qu'il n'eût jamais existé que dans son imagination. Monsieur Astley, vous êtes sucrier? Oui, je suis actionnaire des fameuses raffineries Lowell et compagnie. Vous voyez bien, monsieur Astley, un sucrier d'une part et l'Apollon du Belvédère de l'autre. Cela ne va pas très bien ensemble. Et moi, je ne suis même pas un sucrier, je ne suis qu'un petit joueur de roulette. J'ai même été valet de chambre. Circonstance que Miss Pauline ne doit sûrement pas ignorer, car sa police me semble très bien faite. Vous êtes aigri, c'est pour cela que vous me racontez toutes ces balivernes, dit froidement monsieur Astley après un instant de réflexion. De plus, vos paroles manquent d'originalité. D'accord. Mais ce qu'il y a d'affreux, mon noble ami, c'est que si démodée, si éculée, si vaudevillesque qu'elle soit, toutes ces accusations sont vraies. Vous et moi, nous ne sommes tout de même pas arrivés à rien. Quelle absurdité infâme! Parce que, sachez-le donc, s'exclama M. Astley, la voix tremblante, les yeux ardents. Sachez, homme ingrat et indigne, mesquin et malheureux, sachez que je suis venu ici, à Hombourg, exprès, sur sa demande, pour vous voir, pour vous parler longuement, à cœur ouvert, et pour lui transmettre tout ce qui vous concerne, vos sentiments, vos pensées, vos espoirs et vos souvenirs. Est-ce possible? Est-ce possible? M'écriai-je, et mes larmes coulèrent à flots. Je ne pus les retenir, c'était, je crois, la première fois de ma vie. Oui, malheureux, elle vous aimait, et je puis vous le révéler parce que vous êtes un homme fini. Et même si je vous disais qu'elle vous aime encore jusqu'à présent, vous resterez ici malgré tout. Oui, vous vous êtes perdu.
Vous aviez des dons, une nature éveillée. Il y avait du bon en vous. Vous auriez même pu être utile à votre patrie qui a un grand besoin d'hommes. Mais vous ne bougerez plus d'ici et votre vie est terminée. Je ne vous accuse pas. À mon avis, tous les Russes sont comme cela. Ou tendent à l'être. Si ce n'est la roulette, c'est autre chose dans le même genre. Trop rares sont les exceptions. Vous n'êtes pas le premier à ne pas comprendre ce que c'est que le travail. Je ne parle pas de votre peuple. La roulette est un jeu russe par excellence. Jusqu'à présent, vous êtes resté honnête et vous avez préféré la domesticité au vol. Mais je frémis en pensant à ce qui peut arriver dans l'avenir. En voilà assez. Adieu. Vous avez naturellement besoin d'argent. Voici 10 louis, prenez-les de ma part. Je ne vous en donnerai pas plus parce que vous les perdrez de toute manière. Prenez-les et adieu. Mais prenez-les donc. Non, monsieur Astley, après tout ce qui vient d'être dit... Prenez, cria-t-il. Je suis persuadé que vous avez encore de la noblesse. Je vous les donne comme peut le faire un ami à un vrai ami. Si je pouvais être sûr que vous allez abandonner sur le champ le jeu et Hombourg, que vous allez rentrer dans votre pays, je serais prêt à vous donner tout de suite 1000 livres pour commencer une nouvelle carrière. Or, je vous donne non pas 1000 livres, mais seulement 10 louis, parce que 1000 livres ou 10 louis pour vous, à l'heure actuelle, c'est tout comme. Ou je vous perdrai l'un comme l'autre. Prenez ces 10 louis et adieu. Je le ferai si vous me permettez de vous embrasser en signe d'adieu. Oh, mais avec plaisir. Nous nous embrassâmes cordialement, M. Astley s'en fut. Non, il n'a pas raison. Si j'ai été brutal et stupide au sujet de Pauline et de Desgrieux, il l'a été aussi, et il va un peu vite en parlant des Russes. Je ne dis rien de moi-même. Du reste, il s'agit bien de cela pour l'instant. Tout ça, ce sont des mots, et il faut des actes. L'essentiel maintenant, c'est la Suisse. Dès demain... Oh, si seulement j'avais la possibilité de partir dès demain, renaître, ressusciter. Il faut leur prouver que Pauline sache que je suis encore capable d'être un homme. Il suffirait... Mais à présent, il est trop tard. Alors dès demain, oh, je le pressens, il ne peut pas en être autrement. J'ai maintenant 15 louis d'or. Il fut un temps où je me mettais à jouer avec 15 florins seulement. Si je commence avec prudence... Après tout, me prend-on vraiment pour un enfant? Est-ce que je ne comprends pas moi-même que je suis un homme fini? Mais au fond, pourquoi ne pourrais-je pas revivre? Oui, il suffit, ne serait-ce qu'une fois dans la vie, d'être prudent et patient, et c'est tout. Il suffit qu'une fois seulement je tienne bon, et en 1 heure je peux changer toute ma destinée. Avoir la force de caractère, voilà l'essentiel. Je n'ai qu'à me remémorer tout ce qui m'est arrivé dans ce genre à Roulettenbourg, il y a 8 mois, lorsque j'eus tout perdu. Oh, ce fut un cas de décision remarquable. J'avais tout perdu, absolument tout. Je sors du Cursal et je sens un florin remue encore dans mon gousset. Je me dis, bon, j'ai encore de quoi dîner. Mais après une centaine de pages, je me ravise et je rebrousse chemin. Je place ce florin sur Manque. Cette fois, c'était le tour du manque. En vérité, c'est vraiment quelque chose d'unique que de se sentir seul à l'étranger, loin de sa patrie, de ses amis, de ne pas savoir si l'on va manger aujourd'hui et de miser son tout dernier florin. Je gagnais. Je sortis du Cursal 20 minutes plus tard avec 170 florins dans ma poche. Et c'est un fait. Voilà ce que peut signifier parfois le dernier florin. Et quoi? Si j'avais alors perdu courage, si je n'avais pas osé me décider. Demain, tout sera fini. Que dire de Paris? Évidemment, tout cela fut du délire et de l'idiotie. Je n'y passai qu'environ 3 semaines. Ce fut la fin de mes 100 000 francs. Je dis bien 100 000 seulement, car je remis les 100 autres à Mademoiselle Blanche en argent comptant. 50 000 à Francfort, et 3 jours plus tard à Paris, encore 50 000 francs contre une lettre de change. Elle les reprit d'ailleurs de moi en espèces 1 semaine plus tard. Et les 100 000 francs qui nous restent, tu les mangeras avec moi, mon Uchitel. Uchitel, elle ne m'appelait jamais autrement. Il est difficile d'imaginer qu'il existe au monde quelque chose de plus calculateur, de plus avide et de plus ladre que la catégorie d'êtres à laquelle appartenait Mademoiselle Blanche. Quand il s'agit de leur argent, s'entend. Pour ce qui est de mes 100 000 francs, elle finit par me déclarer ouvertement qu'il lui était nécessaire pour ses frais de premier établissement à Paris.
Ainsi, je suis maintenant sur un pied convenable une fois pour toutes et on ne m'en délogera pas de sitôt. En tout cas, j'ai pris des mesures pour cela, ajouta-t-elle. Au reste, je ne vis pour ainsi dire pas les 100 000. C'est elle qui tenait les cordons de la bourse. Et dans mon porte-monnaie dont elle vérifiait le contenu quotidiennement, il n'y avait jamais plus de 100 francs. Moins même, le plus souvent. « Pourquoi aurais-tu besoin d'argent » me disait-elle parfois de son air le plus ingénu. Je ne discutais pas. En revanche, avec cet argent, elle n'avait pas mal, mais pas mal du tout arrangé son appartement. Quand elle m'y amena pour pendre la crémaillère, elle me dit, en me le faisant visiter, « Voilà ce que l'économie et le goût peuvent faire avec les moyens de misère. » Cette misère avait coûté exactement 50 000 francs. Les autres 50 000 furent utilisés pour acheter une voiture, des chevaux, et pour organiser 2 bals, 2 soirées plutôt, auxquelles furent conviés et Hortense, et Lisette, et Cléopâtre, des femmes remarquables à bien des égards et qui étaient même loin d'être vilaines. En ces 2 occasions, je dus jouer le rôle stupide de maître de maison, accueillir et occuper des boutiquiers parvenus autant qu'obtus, divers lieutenants incroyablement ignares et d'un sans-gêne impossible, de piteux écrivaillons et autres folliculaires qui se présentèrent en frac dernier cri et gants beurre frais, d'une outrecuidance et d'une fatuité dont on n'a même pas idée à Pétersbourg. Et c'est pas peu dire. Il leur prit même la fantaisie de me ridiculiser, mais je me grisais de champagne et restais affalé dans une pièce éloignée. Tout cela me dégoûtait au plus haut point. « C'est un Ouchitel, disait Blanche en me montrant. Il a gagné 200 000 francs et sans moi il n'aurait pas su comment les dépenser. Après il redeviendra précepteur. Quelqu'un connaît-il une place? Il faut le caser. » Je me mis à recourir fréquemment au champagne, car je ne cessais pas d'être fort triste et je m'ennuyais à mourir. Je vivais dans le milieu le plus bourgeois, le plus mercantile, où l'on comptait et soupesait chaque sou. Pendant les 2 premières semaines, Blanche était loin d'avoir de l'affection pour moi, je le constatais. Il est vrai qu'elle m'avait commandé des vêtements très élégants et qu'elle faisait chaque jour le nœud de ma cravate. Mais au fond, elle me méprisait cordialement. Je n'y faisais pas la moindre attention. Morne et plein d'ennuis, je me rendais habituellement au château des Fleurs où je me saoulais régulièrement, en apprenant le cancan que l'on y dansait très médiocrement. Par la suite, j'acquis même là une certaine célébrité. Blanche finit par y voir clair. Elle avait une idée préconçue de ma personne. Elle se figurait que tant que durerait notre vie en commun, je la suivrais partout, pas à pas, crayon et papier à la main, en tenant à jour le compte de ce qu'elle avait dépensé, de ce qu'elle avait volé, de ce qu'elle allait dépenser, de ce qu'elle allait voler. Elle était naturellement persuadée que nous allions nous livrer une bataille en règle pour chaque pièce de 10 francs. À chacune de mes offensives supputées, elle avait mis au point en temps utile une riposte. Au début, ne voyant pointer aucune attaque, elle contre-attaquait quand même. Elle se lançait parfois à corps perdu. Mais comme je me taisais, affalé le plus souvent sur un canapé, dans une immobilité totale, les yeux au plafond, elle finit par s'en étonner. Elle crut d'abord que j'étais tout simplement idiot. Un Ouchitel ? Elle interrompait alors ses arguments, elle devait penser. Il est bête, inutile de lui donner des idées s'il est incapable de comprendre. Alors elle sortait pour revenir au bout de 10 minutes. Cela se passait lors de ses plus folles dépenses, tout à fait au-dessus de nos moyens. Par exemple, elle changea d'équipage et acheta une paire de chevaux pour 16 000 francs. « Alors, Bibi, tu n'es pas fâché ?» venait-elle me dire. « Non, tu m'embêtes, » répliquai-je en la repoussant de la main. Cela était si curieux qu'elle s'assit aussitôt à côté de moi. « Vois-tu, si je me suis décidé à dépenser une telle somme, c'est que c'était une occasion. On pourra toujours les revendre 20 000 francs. »« Mais oui, ce sont des chevaux superbes. Te voilà en possession d'un fameux équipage. Cela te sera fort utile. Et en voilà assez. » « Alors tu n'es pas fâché ?»« Pourquoi cela? Non, c'est astucieux de ta part de te prémunir de certaines choses indispensables. Tu auras besoin de tout cela plus tard, je comprends fort bien que tu sois obligé de te mettre sur un grand pied, sinon tu n'auras jamais ton million. Nos 100 000 francs ne sont qu'un début, une goutte d'eau dans la mer. » Blanche, qui ne s'attendait à rien moins qu'à des cris et à des remontrances, tombait des nues. « Alors voilà le genre de type que tu es. Mais tu as l'esprit pour comprendre, sais-tu, mon garçon, tu as beau être un Ouchitel, tu es sûrement né prince. Vraiment, tu ne regrettes pas trop que notre argent fonde rapidement? Mais non, qu'il aille plus vite. Mais, sais-tu... Mais dis donc, serais-tu riche par hasard? Mais sais-tu, tu méprises par trop l'argent. Qu'est-ce que tu feras après, dis donc? Après, j'irai à Hombourg et je gagnerai encore 100 000 francs. Oui, c'est cela, c'est magnifique, tu gagneras sûrement, je le sais, tu m'apporteras ton gain. Dis donc, mais tu t'y prends si bien que je vais me mettre à t'aimer pour de bon?
Et puisque tu es comme ça, je m'en vais t'aimer pendant tout ce temps qu'il nous reste à passer ensemble, sans te faire d'infidélité. Vois-tu, je ne t'aimais pas tous ces temps-ci, parce que je croyais que tu n'étais qu'un Uchitel, quelque chose comme un laquais, n'est-ce pas? Je suis pourtant resté fidèle, parce que je suis une bonne fille. À d'autres. Et Albert, ce petit officier noirot, tu crois que je n'ai rien vu la dernière fois? Oh, mais tu me racontes tes histoires. Et tu vas croire que je me fâche peut-être? Je m'en balance. Il faut que jeunesse se passe, tu vas quand même pas le chasser, puisqu'il était là avant moi et que tu l'aimes. Mais ne lui donne pas d'argent, tu entends? Alors tu n'étais pas fâché pour ça non plus. Mais tu es un vrai philosophe, sais-tu? Un vrai philosophe, s'écria-t-elle enthousiasmée. Eh bien, je t'aimerai, et tu verras, tu seras content. En effet, elle parut vraiment s'attacher à moi depuis lors, même d'amitié. Ainsi passèrent nos 10 premiers jours. Je ne vis jamais les étoiles promises, mais sous certains rapports, elle tint parole. De plus, elle me fit connaître Hortense, une personne qui avait même des dons excessivement remarquables, et que dans notre cercle on appelait Thérèse philosophe. Inutile d'ailleurs de s'étendre sur ce sujet. Il pourrait former un récit spécial d'un coloris particulier que je ne voudrais pas mêler à cette histoire. En fait, je voulais par-dessus tout que tout cela finisse au plus vite. Nos 100 000 francs purent néanmoins durer presque un mois, comme je l'ai dit. J'en fus sincèrement étonné. Blanche avait utilisé au moins 80 000 francs à diverses acquisitions, et nous n'en dépensâmes pas plus de 20 000 à nous deux, et pourtant cela nous suffit. Sur la fin, elle était devenue presque franche avec moi. Elle ne mentait tout de même pas tout le temps, et elle me révéla qu'au moins je n'aurais pas à payer certaines dettes qu'elle avait été forcée de contracter. « Tu n'as pas eu à signer de facture ni de traite, me disait-elle, parce que j'ai eu pitié de toi. Une autre ne se serait pas gênée de le faire et t'aurait conduit en prison. Tu vois comme je t'ai aimé, comme je suis bonne. Tu imagines ce que va encore me coûter rien que ce satané mariage. Nous eûmes un mariage, en effet. Il se fit tout à la fin de notre mois. Je suppose qu'il fallait racler les fonds de tiroir pour y consacrer les derniers restes de mes 100 000 francs. C'est ainsi que cela prit fin, c'est-à-dire notre mois, après quoi je fus mis officiellement à la retraite. Voici comment les choses se sont passées. 8 jours après notre installation solennelle à Paris, le général arriva. Il se rendit directement chez nous, et dès la première visite y resta presque. Il avait toutefois un pied-à-terre quelque part en ville. Blanche l'accueillit joyeusement, avec des cris de gorge et rires, et se jeta même à son cou. L'affaire tourna de façon telle que ce fut elle qui ne le lâcha plus. Il dut l'accompagner partout, sur le boulevard, à la promenade, en voiture, au théâtre, en visite. Le général convenait encore à cet emploi. Il avait assez de prestance et de dignité, la taille avantageuse, les favoris et les moustaches immenses, il avait servi dans les cuirassiers, le visage distingué, quoique un peu flasque. Il avait d'excellentes manières et portait l'habit à merveille. À Paris, il arbora ses décorations. Avec un tel personnage, déambuler sur les boulevards était non seulement possible, mais encore recommandable. Le général, qui manquait non pas de bonté, mais d'intelligence, était aux anges. En arrivant chez nous à Paris, il était loin de s'attendre à cette tournure des événements. Il tremblait presque de crainte. Il croyait que Blanche pousserait des cris et le mettrait à la porte. Aussi fut-il ravi et passa-t-il tout ce mois dans une espèce d'exultation béate. Il était encore dans cet état quand je le quittai. Ce n'est qu'en arrivant ici que j'eus des détails sur ce qui lui était arrivé, lorsque nous partîmes précipitamment de Roulettenbourg. Le matin même, il eut une sorte d'attaque. Il tomba évanoui, puis toute la semaine il divagua comme un fou. On le soignait quand il laissa tout en plan pour prendre le train et débarquer à Paris. Inutile de dire que l'accueil de Blanche fut le meilleur tonique qu'on put imaginer pour lui. Mais les symptômes de la maladie demeurèrent longtemps, malgré sa joie et son exultation. Il ne pouvait plus du tout raisonner, ni même suivre une conversation tant soit peu sérieuse. Il accompagnait alors chaque mot d'un en hochant la tête. Il s'en tirait ainsi. Souvent il riait, mais d'un rire nerveux, maladif, saccadé. Il lui arrivait encore de rester assis des heures entières, sombre comme la nuit, fronçant ses sourcils épais. La mémoire lui faisait même défaut dans bien des cas. Il était devenu distrait jusqu'à l'incohérence, et il avait pris l'habitude de parler tout seul. Seule Blanche pouvait l'égayer. D'ailleurs, ses accès d'humeur morose, quand il se tenait renfermé dans un coin, signifiaient simplement qu'il n'avait pas vu Blanche depuis longtemps, ou que celle-ci était sortie sans le prendre, ou qu'elle l'avait quitté sans un mot affectueux. Il n'aurait pu dire lui-même ce qu'il désirait, et il ignorait qu'il était en pleine mélancolie. Si Blanche partait pour toute la journée, probablement chez Albert, je l'ai observé une fois ou deux, le général restait assis 1 heure entière,
Puis le voilà qui tourne la tête, qui s'agite, qui regarde de tous côtés comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose, comme s'il cherchait quelqu'un. Mais ne voyant personne et n'arrivant pas à se rappeler ce qu'il voulait demander, il retombe dans sa torpeur jusqu'à ce que Blanche rentre subitement, gaie, vive, parée, avec son rire sonore. Elle courait vers lui et se mettait à le houspiller, et même à l'embrasser, faveur rare d'ailleurs. Une fois il fut si heureux de la revoir qu'il en pleura, à mon ébahissement. Dès qu'il fut parmi nous, Blanche se fit l'avocat de sa cause devant moi. Elle donna même dans l'éloquence. Elle me rappela que c'était pour moi qu'elle l'avait trompé, qu'elle était pour ainsi dire sa fiancée, qu'elle s'était promise à lui, qu'il avait abandonné sa famille à cause d'elle, enfin que j'avais été à son service et que je devais en tenir compte. Bref, comment n'avais-je pas honte? Je restais muet comme une carpe tandis qu'elle continuait sa logorée. Finalement j'éclatai de rire. Nous en restâmes là, c'est-à-dire qu'elle me prit d'abord pour un imbécile pour en arriver à la conclusion que j'étais un excellent homme et très accommodant. En un mot, vers la fin de mon séjour, j'eus l'heure de mériter les meilleures dispositions de cette digne demoiselle. Blanche était en effet une excellente fille dans son genre, bien entendu. Je m'étais trompé d'appréciation au départ. « Tu es un homme intelligent, tu es bon, me disait-elle dans les derniers temps, et seulement c'est bien dommage que tu sois si bête. Tu ne feras jamais fortune. Un vrai russe, un kalmouk. » À plusieurs reprises, elle m'envoya promener le général à travers les rues de Paris, tel un valet, la levrette de sa patronne. Cependant, je l'emmenai aussi au théâtre, au bal-mabille, au restaurant. Blanche octroyait de l'argent pour ces occasions, bien que le général eût le sien. Il était ravi de sortir son portefeuille en public. Un jour, je dus presque employer la force pour l'empêcher d'acheter une broche de 700 francs dont il s'était entiché au Palais Royal et dont il voulait absolument faire cadeau à Blanche. Qu'aurait-elle fait d'une broche de 700 francs? Le général ne possédait pas plus de 1000 francs pour tout potage. Je n'ai jamais pu en découvrir l'origine. Monsieur Astley, probablement, d'autant plus qu'il avait réglé leur note d'hôtel. Quant à l'idée que le général pouvait se faire de moi pendant toute cette période, j'incline à croire qu'il ne soupçonnait même pas mes rapports avec Blanche. Bien qu'il eût vaguement entendu dire que j'étais chez elle comme une sorte de secrétaire particulier, peut-être même comme domestique. De toute façon, il continuait à me traiter du haut de sa grandeur, à la générale. Il lui arrivait aussi de se lancer dans l'admonestation. Un matin que nous étions en train de prendre notre petit déjeuner, il nous fit bien rire, Blanche et moi. Ce n'était pas un homme exagérément susceptible, mais là, tout à coup, il se vexa contre moi. Pourquoi, je n'en sais rien, jusqu'à présent. Pas plus que lui, d'ailleurs. Bref, il commença un discours sans queue ni tête, à bâton rompu. Il criait que je n'étais qu'un galopin, qu'il m'apprendrait, qu'il m'en ferait voir, etc., etc. On n'y comprenait rien. Blanche riait aux larmes. Enfin, on réussit à le calmer, à l'emmener faire une promenade. Or, je n'étais pas sans remarquer souvent que, même en présence de Blanche, il devenait triste. Que quelqu'un ou quelque chose lui faisait de la peine, lui manquait. À ces moments-là, il entreprit une fois ou deux de me parler, mais il ne put jamais s'expliquer clairement. Il évoquait sa carrière militaire, sa défunte femme, son domaine, sa maison. Un mot quelconque retenait-il subitement son attention. Il en était très content, il lui arrivait de le répéter à longueur de journée, bien qu'il n'eût aucun rapport avec ses sentiments ni avec ses idées. Je tentais de lui parler de ses enfants, mais il se dérobait en bredouillant comme par le passé, et il se hâtait de changer de sujet. « Oui, les enfants, vous avez raison, les enfants. » Une fois seulement je le sentis ému. Nous allions au théâtre. « Ce sont des enfants malheureux, dit-il tout à coup. »« Oui, monsieur, des enfants malheureux, » ajouta-t-il en accentuant ce dernier mot. Durant la soirée, il répéta « des enfants malheureux ». Et lorsque j'abordai le sujet de Pauline, il se mit en fureur. « C'est une ingrate, s'écria-t-il. Elle est méchante et ingrate. Elle a déshonoré toute la famille. Si seulement il y avait des lois ici, je lui aurais serré la vis. Ah, mais parfaitement. Quant à Desgrieux, il ne pouvait même pas en entendre parler. Il a causé ma perte, il m'a volé, il m'a égorgé. Il a été mon cauchemar pendant 2 années entières. J'ai rêvé de lui pendant des mois et des mois. Oh, ne me parlez jamais de lui. » Je voyais bien que quelque chose s'arrangeait entre eux, mais comme d'habitude, je me tenais coin. Blanche me le déclara la première, exactement 8 jours avant notre séparation. « Il a de la chance, » babillait-elle. « La baboulinka est malade pour de bon cette fois-ci. Ses jours sont comptés. Monsieur Astley nous a envoyé un télégramme. Avoue qu'il est tout de même son héritier. Et même s'il ne l'était pas, il ne gênera en rien. Premièrement, il a sa pension, et deuxièmement, je l'installerai dans la chambre du fond et il sera parfaitement heureux. Quant à moi,
Je serai Madame la Générale. J'entrerai dans le milieu des gens bien. Blanche en rêvait sans cesse. Et je serai plus tard une propriétaire russe. J'aurai un château des Mougiks et puis j'aurai toujours mon million. Bon, mais s'il devient jaloux, s'il exige Dieu sait quoi, tu comprends? Ah, mais non, 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 non. Comment oserait-il? Ne t'en fais pas, j'ai pris mes précautions. Je lui ai déjà fait signer les traites au nom d'Albert. Au moindre signe, gare. D'ailleurs, il n'osera pas. Alors épouse-le. Le mariage fut célébré sans grande pompe, dans l'intimité et discrètement. En fait d'invité, il n'y eut qu'Albert et quelques proches. Hortense, Cléopâtre et compagnie furent résolument tenus à l'écart. Le fiancé s'intéressait beaucoup à sa nouvelle situation. Blanche lui noua elle-même sa cravate et le pommada. En habit et gilet blanc, il avait l'air très comme il faut. « Il est pourtant très comme il faut, me déclara-t-elle en sortant de la chambre du général, comme si cette idée l'avait surprise elle-même. Je m'intéressais si peu aux détails, en ne participant à tout cela qu'en spectateur nonchalant, que bien des choses m'ont échappé de l'événement. Mais je me rappelle seulement que Blanche ne s'appelait pas du tout De Comminges, de même que sa mère ne s'appelait pas De Comminges, mais Duplacé. Pourquoi était-elle devenue De Comminges? Je l'ignore jusqu'à présent. Mais le général, de cela aussi, fut très content. Duplacé lui plaisait plus que De Comminges. Le matin du mariage, déjà tout équipé, il marchait de long en large dans le salon et se répétait à lui-même d'un air important « Mademoiselle Blanche Duplacé, Blanche Duplacé, Duplacé ». Puis il le redisait en le prononçant à la russe, et une certaine suffisance se répandait sur ses traits. À l'église, à la mairie, puis au lunch donné à la maison, il était non seulement joyeux et satisfait, mais encore fier. Quelque chose s'était passé en eux. Blanche prit aussi une espèce d'attitude particulièrement digne. « À présent, mon maintien doit devenir tout à fait différent, me dit-elle avec le plus grand sérieux. Mais vois-tu, je n'avais pas pensé à une chose très fâcheuse. Figure-toi, je n'arrive toujours pas à apprendre mon nouveau nom. Zagoriansky, Madame la Générale de Zag... Ces diables de noms russes. Enfin, Madame la Générale à 14 consonnes. Comme c'est agréable, n'est-ce pas? Enfin, nous nous séparâmes. Blanche, cette petite gourde de Blanche, versa même quelques larmes au moment des adieux. « Tu étais bon enfant, pleurnichait-elle. Je te croyais bête et tu en avais l'air, mais cela te va. » Après m'avoir une dernière fois serré la main, elle s'écria soudain « Attends !» Elle se précipita dans son boudoir et en revint 1 minute plus tard avec 2 billets de 1000 francs. Je ne l'aurais jamais cru. « Cela pourra te servir. Tu es peut-être un Ouchitel savant, mais tu es un homme tout à fait bête. Pour rien au monde, je te donnerai plus de 2000 parce que tu les perdrais au jeu de toute façon. Eh bien, adieu, nous serons toujours bons amis. Si par hasard tu gagnes encore, ne manque pas de venir me voir et tu seras heureux. » J'avais encore moi-même 500 francs. En outre, j'ai une superbe montre qui en vaut 1000 et des boutons de manchette en diamant, de menus objets. Je peux encore tenir le coup assez longtemps, sans aucun souci. C'est à dessein que je me suis installé dans cette petite ville. Je me prépare et surtout j'attends M. Astley. J'ai appris de source sûre qu'il sera de passage ici pour affaires pendant 24 heures. Je serai informé de tout. Et après direction Hambourg. Je n'irai pas à Rothenburg, ou alors l'année prochaine. On prétend en effet qu'il est de mauvais augure de tenter la chance 2 fois de suite à la même table. Et puis à Hambourg, c'est le vrai jeu. Je me rappelle la façon dont elle me regardait, droit dans les yeux, sans bouger, sans même changer de position. « J'ai gagné 200 000 francs, m'écriai-je en jetant mon dernier rouleau. Un monceau de billets et de pièces d'or couvrait la table. Je n'arrivais pas à en détourner les yeux. Par moments, j'oubliais jusqu'à l'existence de Pauline. Tantôt je rangeais les billets en les mettant par paquets, tantôt j'empilais l'or, tantôt je lâchais le tas pour arpenter la chambre à pas rapides, m'arrêter, perdu dans mes pensées. Puis je revenais vers la table et recommençais à compter l'argent. Une idée me frappa subitement et je me précipitai vers la porte que je fermai à double tour. Puis je m'arrêtai indécis devant ma valise. « Peut-être faudrait-il le mettre dans la valise jusqu'à demain » demandai-je. Je m'étais tourné vers Pauline, me rappelant tout à coup sa présence. Elle était assise à la même place, sans mouvement, mais elle m'observait fixement. Son expression était assez étrange, et je ne l'aimais pas. Je ne me trompe pas en disant que j'y voyais de la haine.
Je m'approchai d'elle vivement. « Pauline, voici 25 000 florins, cela équivaut à 50 000 francs. Davantage même. Prenez-les. Demain, vous pourrez les lui jeter à la figure. » Pas de réponse. « Si vous le voulez, je les porterai moi-même à la première heure, d'accord ?» Elle se mit brusquement à rire. Elle rit longtemps. Je la regardais avec étonnement, avec douleur. Ce rire rappelait assez exactement celui de naguère, saccadé, moqueur dont elle accueillait mes déclarations les plus passionnées. Enfin, elle cessa de rire et fronça le sourcil. Elle me regarda sombrement, le front baissé. « Je ne toucherai pas à votre argent, dit-elle avec mépris. »« Comment ? Mais pourquoi donc, Pauline ? Je n'accepte pas d'argent à cadeau. Je vous l'offre en ami, je vous offre ma vie. » Elle posa sur moi un long regard inquisiteur, comme si elle voulait me transpercer. « Vous payez cher, dit-elle avec un mauvais sourire. La maîtresse de Desgrieux ne vaut pas 50 000 francs. »« Pauline, comment pouvez-vous me dire des choses pareilles ?» m'écriai-je avec reproche. « Est-ce que je suis Desgrieux ?»« Je vous déteste, oui, oui. Je ne vous aime pas plus que Desgrieux, s'écria-t-elle, et ses yeux étincelèrent. Elle se cacha le visage dans les mains, et ce fut l'hystérie. Je m'élançai vers elle. Je compris que quelque chose lui était arrivé en mon absence, elle n'était pas dans son état normal. « Achète-moi, tu veux, pour 50 000 francs, comme Desgrieux !» s'exclamait-elle, et ses mots étaient entrecoupés de sanglots convulsifs. Je la pris dans mes bras, je baisai ses mains et pieds, je tombai à genoux devant elle. La crise passait. Elle mit ses 2 mains sur mes épaules et me regarda attentivement, comme pour lire quelque chose sur mon visage. Elle semblait écouter sans entendre mes paroles. Je vis apparaître dans son expression une sorte d'inquiétude pensive. J'eus peur pour elle. Il me semblait décidément que sa raison se troublait. Tantôt elle m'attirait doucement et un sourire confiant errait déjà sur son visage et soudain elle me repoussait, me dévisageait à nouveau d'un regard voilé. Tout à coup, elle se mit à m'étreindre. « Mais tu m'aimes, disait-elle. Tu étais prêt à te battre avec le baron pour moi ?» Elle éclata de rire, comme l'esprit traversé par un souvenir comique et tendre. Elle pleurait et riait ensemble. Que pouvais-je faire ? J'éprouvais moi-même une sorte de fièvre. Elle se mit à me parler, mais je ne pus presque rien comprendre de ce qu'elle disait. C'était du délire, un bredouillement, comme si elle avait hâte de me raconter quelque chose, interrompu parfois par le rire le plus joyeux qui commençait à m'effrayer. « Non, tu es gentil, répétait-elle, tu es mon fidèle. » Elle me reposait les mains sur les épaules, elle fixait sur moi un regard intense et reprenait « Tu m'aimes, tu m'aimeras. » Je ne la quittais pas des yeux. Je ne l'avais jamais vue dans cet accès de tendresse et d'amour. Il est vrai que c'était du délire, mais, remarquant mon regard passionné, elle se mettait soudain à sourire malicieusement et sans transition à parler de M. Astley. D'ailleurs, elle avait fréquemment commencé à parler de lui, surtout quand elle s'était efforcée de me raconter quelque chose, mais je n'arrivais pas à saisir. Je crois qu'elle se moquait même de lui, elle répétait tout le temps qu'il attendait. Elle me demandait si je savais qu'en ce moment même, il se trouvait là, en bas, sous ma fenêtre. « Oui, sous la fenêtre, va, ouvre-la, regarde donc, il est là. » Elle me poussait vers la fenêtre, mais à peine esquissais-je un mouvement pour y aller qu'elle éclatait de rire, et je restais auprès d'elle. Et elle m'étreignait, m'embrassait. « Dis, nous partirons ? C'est demain que nous partirons, demandait-elle, soudain inquiète, mais... » Elle devenait pensive. « Mais crois-tu que nous pourrons rattraper grand-mère ? Je pense que c'est à Berlin que nous la rattraperons. Que crois-tu qu'elle dira quand nous l'aurons rejointe et qu'elle nous aura vus ? Et monsieur Astley ? Oh, celui-là ne fera pas le saut de Schlangenberg, qu'en penses-tu ? » Elle éclata de rire. « Écoute donc, tu peux t'imaginer où il ira l'an prochain ? Il veut aller au pôle Nord pour des recherches scientifiques, et il veut m'y emmener avec lui. Ah ! Il prétend que nous, Russes, nous ne savons rien, et nous ne sommes capables de rien sans les Européens. Mais il est gentil, lui aussi. Figure-toi, il comprend le général. Il dit qu'une femme comme Blanche, que la passion... Enfin, je sais plus, répéta-t-elle comme si elle avait perdu le fil. Les malheureux comme je les plains, et la grand-mère aussi. Écoute, tu n'allais quand même pas tuer Desgrieux ? Et vraiment, tu pensais vraiment que tu allais le faire ? Hein, que tu es bête. Pouvais-tu croire sérieusement que je te permettrais de te battre avec Desgrieux ? Mais tu ne tueras pas non plus le baron, ajouta-t-elle avec un rire subit. Ah, est-ce que tu étais drôle avec le baron. De mon banc, je vous observais tous les deux, et lorsque je t'ai dit d'y aller, combien tu étais contrarié. Comme j'en ai ri alors. Oh, comme j'en ai ri, éclata-t-elle de rire, et elle se remettait à m'embrasser, à m'étreindre, à presser son visage contre le mien avec tendresse et passion. Je ne pensais plus à rien, je n'entendais plus rien, la tête me tournait. Il était peut-être 7 heures du matin lorsque je repris mes sens. Le soleil éclairait ma chambre.
Pauline était assise à côté de moi, le regard éperdu, comme si elle sortait des ténèbres et rassemblait ses souvenirs. Elle venait de se réveiller, elle aussi. Elle regardait fixement la table et l'argent. Ma tête était lourde et douloureuse. Je voulus prendre sa main, elle me repoussa brusquement et sauta du canapé. Le jour qui s'était levé s'annonçait sombre. Il avait plu avant l'aube. Pauline s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit, se pencha au dehors, puis elle appuya les mains sur le rebord et les coudes posés sur la barre. Elle resta immobile quelques minutes sans se retourner et sans écouter ce que je lui disais. Une crainte se glissait dans mon esprit. Qu'allait-il arriver? Comment cela finirait-il? Soudain, elle se redressa, s'approcha de la table et me regardant avec infiniment de haine, les lèvres tremblantes de rage, elle me dit « Donne-moi maintenant mes 50 000 francs. Pauline, ne recommence pas. Aurais-tu changé d'avis par hasard, hein? Tu regrettes déjà ton argent, peut-être. Les 25 000 florins dont j'avais fait une liasse la veille étaient sur la table. Je les lui remis. Ils sont bien à moi maintenant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Demanda-t-elle méchamment, l'argent à la main. Mais ils n'ont jamais cessé d'être à toi, répondis-je. Alors les voilà tes 50 000 francs. Et elle les brandit, me les jeta à la tête. La liasse me frappa durement au visage et s'éparpilla par terre. Pauline s'élança hors de la chambre. À ce moment-là, je le sais, elle n'avait pas sa raison, bien que je ne comprenne pas cette folie passagère. Il est vrai qu'un mois s'est écoulé, qu'elle était encore malade. Quelle fut au demeurant la cause de cet état, de cette sortie surtout? Une fierté bafouée? Désespoir d'avoir condescendu à venir me trouver? Lui aurais-je laissé croire par mon attitude que je tirais vanité de mon bonheur et qu'à l'exemple de Desgrieux, je voulais effectivement me débarrasser d'elle en lui faisant cadeau de 50 000 francs? Non, il n'en avait pas été ainsi. J'en suis sûr en mon âme et conscience. Je pense que sa propre vanité y est pour une grande part. Sa vanité lui suggéra de ne pas avoir confiance en moi et de m'offenser, encore que tout cela fût peut-être assez confus dans sa propre tête. Dans ce cas, j'avais naturellement payé pour Desgrieux et j'étais devenu le grand fautif, sans que ma faute fût bien grave. Il est vrai que tout cela n'était que délire. Il est non moins vrai que j'en étais pleinement conscient et que je n'en tins pas compte. Maintenant, elle ne peut pas me le pardonner, peut-être. Oui, maintenant. Mais alors, il y a un mois, son délire et sa maladie ne l'avaient pas ébranlée au point d'oublier ce qu'elle faisait en se rendant chez moi avec la lettre de Desgrieux. Elle savait donc ce qu'elle faisait. Je fourrai pêle-mêle mes billets de banque et mon tas d'or dans le lit que je recouvris, et je sortis 10 minutes après Pauline. J'étais certain qu'elle était rentrée chez elle et j'avais l'intention de me glisser dans leur antichambre pour demander à la bonne des nouvelles de mademoiselle. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre la gnagna rencontrée dans l'escalier me dire que Pauline n'était pas encore rentrée et qu'elle-même venait la chercher chez moi. « Elle vient de me quitter, lui dis-je, il y a 10 minutes à peine. Où est-elle donc ?» La bonne me lança un regard de reproche. Entre-temps, l'incident s'était ébruité et on en faisait à l'hôtel toute une histoire. Chez le portier et l'Oberkellner, on chuchotait que la Fraulein était sortie en courant vers 6 heures du matin, qu'elle s'était enfuie sous la pluie dans la direction de l'hôtel d'Angleterre. Leurs dires et leurs allusions me firent comprendre que tout le monde était déjà au courant du fait qu'elle avait passé la nuit dans ma chambre. D'ailleurs, les anecdotes couraient sur toute la famille du général. On avait appris que celui-ci était devenu fou la veille, on l'avait entendu sangloter de tous les étages. On rapportait que la grand-mère survenue inopinément était sa mère, qu'elle était arrivée de la lointaine Russie exprès pour empêcher son fils de convoler avec mademoiselle de Comminges, avec menace de le déshériter en cas de désobéissance. Et comme il avait effectivement refusé de plier, elle avait perdu tout son argent à la roulette exprès sous ses yeux, afin qu'il ne lui en revînt absolument rien. « Diese Russen » répétait l'Oberkellner en secouant la tête outrée. Les autres riaient. L'Oberkellner préparait la note. On savait aussi que j'avais gagné au casino. Karl, mon garçon d'étage, avait été le premier à m'en féliciter. Mais j'avais bien autre chose à faire. Je courus à l'hôtel d'Angleterre. Il était encore tôt. M. Astley ne recevait personne. Mais en apprenant que c'était moi qui voulais le voir, il sortit dans le couloir et se planta, muet devant moi, dans son regard de plomb fixé sur le mien. Il attendit ce que j'avais à lui dire. Je m'en quitte Pauline. « Elle est malade, répondit-il, ses yeux ne me quittaient pas. « Alors c'est vrai qu'elle est chez vous ?»« Oh oui, chez moi. Alors avez-vous l'intention de la garder chez vous ?»« Oh oui, j'ai cette intention. »« Monsieur Astley, ce sera un scandale, c'est impossible. De plus, elle est tout à fait malade, vous ne l'avez peut-être pas remarqué. »« Oh oui, j'ai remarqué. D'ailleurs, je vous l'ai dit moi-même, sinon, elle n'aurait pas passé la nuit chez vous. Vous savez cela aussi ? Je sais cela.
Hier, elle se rendait ici et je l'aurais menée chez une de mes parentes. Mais comme elle était malade, elle s'est trompée de chemin, elle est allée chez vous. Imaginez cela. Eh bien, mes compliments, monsieur Astley. Au fait, vous me donnez une idée. Ne seriez-vous pas resté toute la nuit sous notre fenêtre? Miss Pauline insistait tout le temps pour que j'ouvre la fenêtre et que je regarde pour voir si vous étiez bien là. Et elle riait très fort. Ah, vraiment? Non, je n'étais pas sous la fenêtre, mais j'attendais dans le couloir et je faisais les 100 pas tout autour. Mais, monsieur Astley, il s'agit de la soigner. Oh oui, j'ai déjà appelé un médecin, et si elle meurt, c'est vous qui m'en répondrez. Je fus stupéfait. De grâce, monsieur Astley, quelles sont donc vos intentions? Est-ce vrai que vous avez gagné hier 200 000 thalers? Seulement 100 000 florins. Eh bien, vous voyez bien. Alors partez pour Paris dès ce matin. Pourquoi faire? Tous les Russes qui ont de l'argent vont à Paris, dit monsieur Astley d'un ton sentencieux comme s'il venait de lire dans un livre. Qu'est-ce que je vais faire à Paris maintenant en plein été, monsieur Astley? Je l'aime. Vous le savez bien? Pas possible, je suis persuadé du contraire. En outre, si vous restez ici, vous perdrez sûrement ce que vous avez gagné et vous n'aurez plus de quoi aller à Paris. Mais je vous dis adieu, je suis sûr que vous partirez pour Paris aujourd'hui même. Soit. Adieu. Seulement je ne partirai pas pour Paris. Monsieur Astley, vous rendez-vous compte de ce qui va se passer chez nous? Enfin, le général et maintenant ce qui vient d'arriver à Miss Pauline, toute la ville le saura. Oui, toute la ville. Mais je pense que le général ne s'en inquiète guère, il a autre chose en tête. D'autre part, Miss Pauline a parfaitement le droit de vivre où bon lui semble. En ce qui concerne cette famille, on peut à juste titre dire qu'elle n'existe plus. En m'en allant, je ne pus m'empêcher de sourire de la curieuse certitude de cet Anglais que j'irais à Paris. Cependant, il voudrait m'envoyer une balle dans la tête en duel, pensais-je, au cas où Miss Pauline mourrait. En voilà encore une histoire. Oui, je le jure, j'avais pitié de Pauline. Mais chose étrange, dès l'instant où j'eus touché hier le tapis vert et commencé à entasser l'argent, mon amour était comme passé au second plan. Cela je le dis maintenant. Alors je ne m'en rendais pas encore bien compte. Suis-je vraiment un joueur? Avais-je vraiment pour Pauline un amour si étrange? Non. Dieu m'en est témoin, je l'aime toujours. Et lorsque je revenais de chez M. Astley, je souffrais sincèrement et je ne me sentais pas coupable. Mais c'est alors qu'il m'arriva une aventure invraisemblable autant que stupide. Je me hâtai pour aller chez le général lorsque, non loin de son appartement, une porte s'ouvrit et quelqu'un me héla. C'était Madame Veuve Comminges sur l'injonction de Mademoiselle Blanche. J'entrai chez elle. Il y avait 2 pièces. J'entendis le rire et les exclamations de Mademoiselle Blanche dans la chambre à coucher. Elle se levait. « Ah, c'est lui! Viens donc, Bêta! Est-ce vrai que tu as gagné une montagne d'or et d'argent? J'aimerais mieux l'or. »« Oui, j'ai gagné, répondis-je en riant. »« Combien? 100 000 florins. »« Bibi, comme tu es bête, mais entre donc, je n'entends rien, nous ferons bombance, n'est-ce pas ?» J'entrai. Elle était étendue sous une couverture de satin rose d'où émergeaient des épaules bronzées saines, admirables, des épaules de rêve, à peine voilées d'une batiste, bordée de dentelles neigeuses, ce qui allait merveilleusement avec sa peau brune. « Mon fils, as-tu du cœur » s'écria-t-elle en me voyant, et elle éclata de rire. Son rire était toujours joyeux et parfois même sincère. « Tout autre, commençai-je en paraphrasant Corneille. Vois-tu, se mit-elle à bavarder tout à coup, d'abord, trouve-moi mes bas, aide-moi à me chausser. Ensuite, si tu n'es pas trop bête, je te prends à Paris. Tu sais, je pars tout de suite. » Tout de suite? Dans une demi-heure. Effectivement, tout était emballé. Ses bagages étaient prêts, le café était servi depuis longtemps. Eh bien, si tu veux, tu verras Paris. Dis donc, qu'est-ce que c'est qu'un Uchitel? Tu étais bien bête quand tu étais Uchitel. Où donc sont mes bas? Allons, chausse-moi. Elle sortit un petit pied vraiment adorable, basané, pas du tout déformé comme le sont trop souvent ces petits pieds qui paraissent si mignons en bottines. Je me mis à rire et commençai à lui mettre un bas de soie. Cependant, Mademoiselle Blanche continuait à bavarder, assise sur son lit. « Eh bien, que feras-tu si je te prends avec moi? Avant toute chose, je veux 50 000 francs. Tu me les remettras à Francfort. Nous allons à Paris, là nous vivrons ensemble, je te ferai voir des étoiles en plein jour. Tu verras, des femmes comme tu n'en as encore jamais vues. Écoute, attends un peu. Ainsi je vais te donner comme ça 50 000 francs, et que va-t-il me rester? Et les 150 000 francs que tu oublies? De plus, je suis d'accord pour vivre chez toi 1 mois, 2 mois, que sais-je. Bien entendu, en 2 mois, nous les aurons dépensés, ces 150 000. Tu vois, je suis bon enfant, je te préviens à l'avance. Mais tu verras des étoiles. Comment?
On aura tout dépensé en 2 mois. Et alors, on dirait que ça t'épouvante. Oh, ville esclave. Mais comprends donc qu'1 mois de cette vie vaut mieux que ton existence tout entière. Oui, 1 mois. Et après le déluge. Mais tu ne peux comprendre. Va-t'en, tu n'es pas à la hauteur. Aïe, que fais-tu? J'étais en train de tirer l'autre bas, je ne pus résister, j'embrassai son pied. Elle me l'arracha et m'en donna quelques petits coups au visage. Ensuite, elle me mit à la porte. « Eh bien, mon Uchitel, je t'attends, si tu veux, je pars dans 1 quart d'heure, » me cria-t-elle alors que je sortais de la chambre. J'avais le vertige quand je rentrais chez moi. Qui pouvais-je? Eh bien, ce n'était pas ma faute si Pauline m'avait jeté une liasse de billets à la figure, si elle avait donné la préférence à M. Astley pas plus tard qu'hier. Il y avait encore par terre quelques billets de banque éparpillés. Je les ramassai. À cet instant, la porte s'ouvrit et parut l'Oberkellner en personne. Auparavant, il ne daignait même pas me regarder. Est-ce que je désirais déménager en bas, dans le superbe appartement que le comte V venait de quitter? J'en restai un moment à réfléchir. « La note, m'écriai-je. Je pars dans 10 minutes. Paris. »« Va pour Paris, me dis-je. Le sort l'aura voulu. » 1 quart d'heure plus tard, en effet, nous étions installés tous les 3, Mademoiselle Blanche, Madame Veuve Comminges et moi-même dans un compartiment réservé. Mademoiselle Blanche était malade de rire et me contemplait. La Veuve Comminges faisait chorus. Dire que j'étais gai serait exagéré. Ma vie était à un tournant décisif. Mais n'avais-je pas pris l'habitude depuis la veille de risquer le tout pour le tout? Il est peut-être vrai que je n'avais pas tenu le coup et que l'argent m'avait tourné la tête. Peut-être je ne demandais pas mieux, j'avais l'impression que pour un temps, mais pour un temps seulement, le décor changeait. Dans 1 mois, je serai de retour, et alors... Alors à nous 2, monsieur Astley. Non, je me le rappelle maintenant, j'étais très triste alors, bien que nous rions à qui mieux avec cette petite sotte de Blanche. « Mais qu'as-tu donc, que tu es bête, Dieu que tu es bête !» s'écriait-elle, cessant de rire pour me gronder sérieusement. « Mais oui, nous les jetterons par la fenêtre, tes 200 000 francs. Mais au moins tu seras heureux comme un petit roi. Je te ferai moi-même ton nœud de cravate, je te présenterai à Hortense. Quand tout notre argent aura été mangé, tu reviendras ici, tu feras de nouveau sauter la banque. Que t'ont dit les Juifs? L'essentiel, c'est l'audace, et tu en as. Tu m'en rapporteras encore plus d'1 fois de l'argent à Paris. Quant à moi, je veux 50 000 francs de rente, et alors... Et le général, lui demandai-je? Le général, comme tu le sais, va tous les jours me chercher un bouquet de fleurs à cette heure-ci. Pour aujourd'hui, je lui ai commandé exprès des fleurs rarissimes. Le pauvre vieux reviendra à l'hôtel, mais le petit oiseau sera envolé. Il courra après nous, tu vas voir. J'en serai enchanté. Il me sera utile à Paris. Et ici, monsieur Astley paiera la note. C'est ainsi que je partis pour Paris.